Bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Aujourd'hui on va donc ouvrir le caisson de Seafrog pour le GH5. Voilà. Alors c'était une commande un peu spéciale parce que j'ai commandé sur Aditech qui proposait un combo avec le Hublot. Donc ici j'ai reçu séparément un des hublots, donc qui était voilà, qui a encore sa protection, qui était sous polystyrène. Comme vous pouvez le voir, la boîte est légèrement bombée, donc je suppose que Aditech a enlevé l'élément qui d'habitude est fourni avec le caisson et l'a remplacé par le hublot. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc déjà une première boîte qui résume à peu près toutes les fonctionnalités du caisson. Donc on voit bien qu'il est waterproof jusqu'à 40 mètres de profondeur, qui peut résister au choc et qu'il résiste à des températures basses, moins 10 degrés. Et puis aussi un revêtement qui lui permet de ne pas s'accrocher à la poussière. Hop, quelques photos d'illustration tout autour et vraiment un carton basique, hein, pas tellement plus d'infos au-dessus ni en dessous. On sait juste que c'est un caisson waterproof de chez Seafrog. Donc on va procéder à son ouverture. Voilà, il y a la petite poignée aussi, j'ai oublié de préciser, qui peut être pratique si on l'achète en magasin. À l'intérieur, ouverture assez classique. À l'intérieur, comme vous le voyez, on a tout est dans un tissu. On va ressortir ça. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a un manuel d'utilisation, anti-fog sheet. Alors on va essayer de comprendre à quoi ça sert plus tard. La petite lanière, hop là, la petite lanière, donc petit kit à nettoyage. Et un flash. Donc on a différents éléments. On va sortir le caisson de son tissu de protection. On voit qu'il y a une autre housse de protection pour le hublot. Marque du manuel. Manuel en anglais. Qui nous fait l'énumération des petites fonctions de base, en fait principalement des boutons qui vont être associés sur le GH5 et de l'installation des câbles en sous-marin, puis quelques spécifications techniques et règles d'entretien. On voit déjà ici la pompe à vide, ici une petite manette qui va nous permettre de changer les modes. Ici, des petites manettes qui vont nous permettre de changer les modes sur notre GH5, la balance des blancs, l'ISO, le contraste, le bouton d'enregistrement et les différents boutons de fonction. On voit bien qu'ils sont bien notés comme sur le GH5. Une petite languette ici qui permettra de déclencher la photo ou l'enregistrement en supplément donc. Puis voilà, on a quand même un petit endroit pour bien prendre l'appareil. Là c'est un peu gros, mais on voit bien qu'on peut mettre le pouce ici et les doigts là pour essayer de tenir. Bon, ça fait quand même, faut quand même une grande main et une sacrée poigne parce que ça fait son petit poids. Et le hublot qui est protégé. Ouais, pareil, qui est un film de protection
Donc ici sur le côté, on a une petite pince à tirer. Hop, voilà. Pour ouvrir le caisson. Voilà, donc on peut ouvrir le caisson, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'options à l'intérieur parce qu'on a voilà, des molettes mécaniques. On a un petit déclencheur ici qui se relie dans la griffe au-dessus de l'appareil pour relier le flash, je suppose. Voilà. Hop, alors un déclencheur sans doute d'humidité. Je sais pas si vous voyez, j'ai dû faire un contact ici et du coup, en fait, ça se déclenche à l'humidité, donc on a une alerte si il y a de l'humidité qui rentre dans l'appareil. Donc comme on le voit ici, le hublot est vissé. Toute la partie à l'avant est vissée ici. On va dévisser notre hublot ici. On va voir ce qui bloque. Donc là, une fois qu'on s'est débarrassé de la vis, on peut... Ah bah non, on peut toujours pas. On a une autre vis ici, j'ai l'impression. Hop, sur le hublot. Voilà. Donc il faut quand même penser à ouvrir le caisson parce que sinon on est dans le vide. Du coup, ça ne tourne pas. Hop. Voilà. On dévisse d'abord la première partie apparemment. Ce qui nous fait un beau hublot. Ouais, donc là on voit encore la protection. Mais... Comme il y a des joints, il faut plutôt forcer. Voilà, puis pour l'enlever, il faut prendre soin d'aligner par rapport aux ouvertures. Et là normalement, on n'a plus qu'à tirer. Voilà. Donc pour le gros hublot, ça se passe en 2 temps. Donc comme on peut le voir à l'intérieur, hein, c'est vraiment basique, mécanique. Hein. Là on a le on-off, ici on a les différents modes. Donc ça va vraiment se appuyer sur les différents boutons de manière très mécanique. Il n'y a aucun lien électronique. La seule électronique, donc ça va être la détection d'humidité et puis le flash quoi, qui du coup est isolé. Et donc on relie sur la griffe au-dessus et qui se retrouve après sur le capot de l'appareil. On voit les 3 petits points pour faire la connexion. Alors là encore, vu que tout a des joints, il faut assez forcer sur chacun des éléments, sans essayer de tout casser, parce que même si on sent que c'est du plastique solide, hein, on a une bonne épaisseur de plastique. Donc notre hublot, on voit bien qu'il y a un point, hop, pour se repérer sur comment le placer par rapport au point qui est ici. Donc on aligne ça, on l'enfonce bien parce que il y a du joint, donc il faut être sûr que ce soit bien enfoncé. Et ensuite on le tourne, hop là, dans le sens off. Alors pourquoi dans le sens off? Aucune idée. Mais déjà on sent que ça force bien et là on est vraiment bien accroché. Il y a le joint qui a fait le jeu. Donc ici on a la petite vis à remettre si on veut bloquer en fait justement le roulement. Hop. Si on veut bloquer le fait que voilà, que ça se déroule, que ça se dévisse pas tout seul, si on veut pas que ça se dévisse tout seul, il faut revisser ici.
fois qu'on a revissé ici, on sait que voilà, c'est impossible de faire tourner le hublot qu'on vient d'installer. Donc ici on est bien sécure. Comme on voit, hop, tous les petits mécanismes pour faire tourner la molette. On a également donc, on voit bien qu'on a un retour pour le viseur et puis un retour pour le moniteur. Ok, on a oublié de mettre le moniteur, la mise au point, à peu près tout. Donc on va le tester en mettant un GH5 dedans. Donc c'est assez simple. On peut même mettre le caisson comme ça et juste poser l'appareil à l'intérieur. Ce à quoi il faut faire attention, c'est bien le on-off qui soit aligné avec le on-off de l'appareil, puisque en fait on appuie pour bloquer le on-off. Donc il faut bien être sûr que là on est aligné. Ensuite, on peut brancher notre flash, le ranger à l'intérieur et puis fermer le caisson. Voilà. Donc là on voit bien, on a fait rentrer le 50 sans problème. Au-dessus, ici, on appuie bien sur notre on et on voit que l'appareil s'allume. Donc comme on le voit, pas de vignettage, hein, malgré le fait qu'il y ait quand même hop là, une certaine distance, je ne sais pas si vous la voyez, entre le fond et l'appareil. Donc là on peut voir qu'on a accès à tous les menus, qu'on peut faire tourner notre roulette ici, ou alors qu'on peut se déplacer avec nos boutons pour aller dans les menus par exemple. Voilà. Donc on peut quand même faire pas mal de choses à l'extérieur. Je peux baisser mes ISO assez facilement. Pareil pour ma balance des blancs, il suffit d'appuyer sur la balance des blancs et puis je change avec ma molette. Toc. Donc on peut voir qu'on peut faire à peu près tous les réglages. Là on est en mode, voilà, je peux changer, là je suis dans mon mode vidéo. On peut regarder ce qu'on a fait dans le code carte mémoire, donc là il n'y a rien à regarder. Mais comme on le voit déjà, il n'y a pas de vignettage. Il n'y a pas de vignettage. Et ça déjà c'est pas mal quoi. Et ça déjà c'est pas mal. Alors ça c'était avec le 25 mm, comme je disais, HX025. Donc on va tenter avec d'autres objectifs et puis on va voir lesquels sont compatibles avec ce Seafrog et ce petit hublot. Donc maintenant on va essayer ce hublot avec le Panasonic HHSA 12035, donc un 1235 qui ouvre à 1,2,8 et donc de chez Panasonic. Alors on va d'abord le positionner parce que là comme vous le voyez forcément si je passe de 12 à 35 et ben j'ai pas la même longueur, donc on va d'abord commencer à 12, voir si on n'a pas de soucis. Et puis après, on essaiera à 35. Donc, a priori, pas de problème. On essaye de voir. Toujours pas de... Ah, un léger vignettage quand même. On peut le voir sur les bords. En haut, à droite. En haut à droite. Hop là, je vais essayer de le montrer. Mais on a un très léger vignettage sur les côtés. En 12 mm. Donc 12 mm grand angle, hein, donc c'est un peu normal. On pouvait s'y attendre. On va maintenant regarder à 35 si on est bien ou pas. Parce que tout à l'heure nous étions à 25. Donc, hop,
je me mets à fond sur mon 35. La question est donc, a-t-on pouvoir aller au bout ou pas? J'ai l'impression que oui. Sommes-nous vraiment à 35 ou pas? On verra bien. Donc là, si je rallume. Donc forcément, comme à 25, on n'avait pas de vignettage, il y a peu de chances qu'on en ait ici. On voit bien que notre appareil est bien au bout. On sent que plus loin que 35, il faudra changer de hublot. Mais, alors pour vérifier qu'on est bien à 35, on va ressortir notre appareil et vérifier qu'on n'a pas appuyé en l'enfonçant sur l'objectif. Voilà, et oui, j'ai appuyé dessus, donc comme on le voit, il va pas jusqu'à 35. Il s'est appuyé, quand j'ai appuyé sur le fond du truc, et ben il est descendu du 35. Donc on peut conclure qu'avec ce hublot, on peut pas aller plus loin qu'à 25, quoi. On a changé de hublot, on va lui enlever sa petite protection. Et on va voir d'abord à 12 pour voir si on a du vignettage ou pas. Ici. En tout cas, ça se clipse bien. On n'a pas tellement d'inquiétude sur le fait que ça... Voilà, donc comme on le voit, avec un 12, pas le moindre vignettage. On va regarder un peu comment ça se présente ici. Donc on voit qu'on est plutôt large. Alors on n'a rien pour zoomer, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils qui nous permettent soit de changer la mise au point, soit de zoomer. Donc si on veut changer notre focale, on est obligé, encore une fois, de le rouvrir. Hop. Et de le fermer. Hop. On le rouvrir. Donc là, on va passer notre 12-35 à fond. Donc on est à 35 mm. On va voir si on peut aller au bout. Et là on voit bien qu'on n'a pas poussé notre 12-35 puisqu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge avec ce hublot. Donc qu'est-ce que ça nous donne quand on allume? Forcément pas de vignettage. On va continuer le test avec le 3500 chez Panasonic HHSA 3500. Donc, comme vous voyez, l'avantage c'est que son zoom, que je passe à 35 ou à 100, eh bien on n'a pas de différence. L'objectif ne ressort pas. Donc peut-être qu'on a une chance, on va se mettre directement à 100 pour voir ce que ça peut donner. Et on va avoir une chance de le mettre dans le hublot. Alors il faut bien vérifier quand même à chaque fois que rien ne bloque le joint, hein, parce que si on claque là et qu'il y a un objet qui bloque le joint, ça va abîmer le joint. Donc comme on peut le voir, hop, on est large. On peut donc faire du 100 mm grâce à ce caisson. Donc le dernier test avec
le 40-150 de Roland & Plus qui ouvre à 2,8. Donc comme on voit, c'est du Bélangeant, 150, donc forcément un zoom de 3. Donc on va voir s'il rentre dans le hublot. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Alors déjà au niveau de la largeur, c'est pile poil, et là, hop, c'est fichu, je ne peux pas aller plus loin. Hop, je vais vous laisser voir, là, je suis au bout, et je ne peux pas rentrer mon appareil. Bon, après, un 40-150, ça commence à être vraiment énorme, donc c'est un peu normal. Et il y a sûrement un hublot prévu pour ça. On va faire un dernier petit test avec l'Olympus 9 mm fisheye. Puisqu'on a vu qu'on n'avait pas de vignettage sur notre 12 mm tout à l'heure, on va essayer de voir si avec un fisheye on a le vignettage ou pas. Bon, alors là ça va être très facile à faire rentrer puisque le fisheye est vraiment minuscule. Hop, on referme. Donc on voit bien là qu'on est quand même assez loin, donc il y a quand même pas mal de chances qu'on ait un vignettage. On va revérifier ça tout de suite. Suspense, suspense. Modifier le réglage. Non. Voilà. Donc comme on le voit, bon, il n'y a pas de carte mémoire, ça on a compris, mais on a un sacré vignettage, quoi. Donc vu que c'est un très grand angle, c'est un peu prévisible, malheureusement. Et donc on est limité au niveau de nos angles, alors pas trop au niveau des longues focales, mais au niveau des courtes, on va être limité à 12 si on ne veut pas de vignettage. Donc, le Seafrog pour GH5, eh ben, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire qu'il est rassurant, dans le sens où on n'est que dans du mécanique, on a des joints qui ont l'air assez fermes, on a des mécanismes qui s'enclenchent bien, qui sont assez solides, donc on peut ne pas hésiter à un peu forcer dessus. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec nos deux hublots différents, eh bien, on obtient des résultats complètement différents. Par rapport à notre premier hublot, qui est le hublot de base fourni avec le Seafrog, eh ben, on est assez limité. On est assez limité, c'est-à-dire qu'on peut avoir du 25 mm, on ne peut pas vraiment monter au-dessus. Alors il faudra peut-être essayer avec d'autres focales fixes sur le site de toute façon du constructeur ou des revendeurs. Vous verrez quelles focales sont compatibles. Peut-être des 35 mm fixes, à voir. Mais là on sait déjà que, en tout cas dans les objets Canon de base, Panasonic pardon, dans les objets Panasonic de base, eh bien on a une limitation entre 12 et 25 mm, et la problématique de notre 12, eh ben, c'est que même avec ce petit hublot, on a un léger vignettage. Alors il est très léger, donc vous pouvez genre vous mettre à 14 et vous l'aurez sûrement pas. Mais voilà, on a déjà une limitation au niveau de la focale. Sur le hublot plus large, forcément on a beaucoup plus de possibilités, puisque du coup on peut faire du 12 sans vignettage et aller jusqu'à 100 mm rien qu'avec les objectifs Panasonic. Alors faut pas être trop gourmand non plus, comme on l'a vu. Comme on l'a vu, si on est trop gourmand, et bien si on a une trop longue focale, là encore, on va être bloqué par la longueur de notre objectif. Et si on prend un trop grand angle, et bien là, on aura du vignettage à gogo. Donc on est quand même entre 12 et 100 mm, ce qui laisse pas mal de choix. Alors il faut bien se rappeler que les réglages de votre focale, il faut les faire avant de les mettre dans le caisson, puisque malheureusement, vous n'avez aucun moyen actuellement, enfin avec le caisson tel qu'il est, de changer cette longueur focale ou de faire des zooms tout simplement. Donc faites bien vos réglages avant de mettre votre appareil dans le caisson. Ce qu'on va vérifier, c'est la longueur en centimètres. Donc hop. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que notre premier hublot, hop là,
qui est ici, qui est fourni de base avec le Seafrog, bloque à peu près en fait à cette distance. Alors qu'est-ce que ça représente? Du coup on va regarder vite fait. Ça représente donc un peu moins de 9 cm. Donc si vous avez un objectif qui fait moins de 9 cm, voilà, vous pouvez vous dire que normalement ça rentre dedans. Après là encore, faites attention à votre angle. Si vous avez un trop grand angle, vous aurez du vignettage. Concernant le gros hublot, eh bien on a vu que le 3500 rentrait, donc vous pouvez déjà mettre des objectifs qui vont faire dans les 11 cm de hauteur, mais vous ne pourrez pas mettre, voilà, ouais, bon, bah voilà, ouais, forcément il y a 16 cm aussi, comment voulez-vous. Restez raisonnable dans vos choix d'optique par rapport à, voilà, donc il y a quelques limitations par rapport à ces deux hublots. Il y a plusieurs gammes de hublots qui vont avec ce modèle de chez Seafrog. Donc si vous avez des objectifs un peu plus originaux, on va dire, eh bien je vous invite à vous renseigner près du constructeur. Donc, en tout cas, on peut dire que c'est un produit assez simple, mais qui sent un peu la sécurité. Enfin, il y a une conception intelligente, hein. On sait qu'il faut être quand même vigilant et faire attention avant de mettre son appareil sous l'eau. Mais si on respecte bien les marques et qu'on vérifie bien que les joints sont en bon état, on sait qu'on peut faire confiance à l'appareil. Donc les différents accessoires qui sont fournis dans l'appareil, on a donc un petit tube de vaseline, voilà, pour nettoyer les joints. On a un joint de rechange, c'est-à-dire c'est un O-ring, c'est exactement en fait ce qu'on a ici à l'intérieur de l'appareil. Comme vous voyez, hop, on pourrait le mettre tout autour, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, donc ça permet quand même de faire un peu d'entretien au cas de petites coupures dans le joint. De quoi nettoyer l'optique, de quoi changer le joint, l'enlever, tout ça. Des petits joints supplémentaires sans doute pour les boutons. Ici, des petits papiers buvards en fait qui vont permettre d'éviter la condensation au sein de l'appareil, puisque ça peut arriver selon la température. Une petite lanière qu'on peut mettre, voilà, soit autour de son poignet, je suppose, voilà, qu'on peut accrocher sur les côtés, ou alors la lanière comme la lanière classique d'un appareil, et qu'on peut mettre sur les deux petites entrées qui sont ici. Voilà, donc c'est celui-là, on pourra aller dans l'eau, l'autre je vous conseille pas de le mettre dans l'eau. Et après on a un petit hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Les piles ne sont pas fournies. Et ça semble être un petit flash qui se fixe donc du coup à l'intérieur du caisson. C'est-à-dire qu'on le met par-dessus l'appareil pour qu'il fasse réagir en fait, pour qu'il soit ici et qu'il déclenche en fait les petits trous qui sont là, d'autres lampes. Alors ne me demandez pas comment ça fonctionne, je n'en ai aucune idée, mais voilà le petit flash qui peut être sûrement utile pour les gens qui ont du matériel professionnel qui va avec. L'avantage d'un caisson comme celui-ci, eh bien on peut l'utiliser vraiment pour tout un tas de choses, hein. À partir du moment où vous faites un tournage, vous savez que vous avez des risques d'eau ou de projection d'eau, et bien déjà vous pouvez mettre en sécurité votre appareil.
Vous pouvez également plonger des petites surfaces, hein, si vous êtes pêcheur par exemple et que vous voulez voir ce qui se passe sous l'eau. Ou alors à la plage, à la mer, des distances raisonnables. On va pas faire des plongées très très profondes, je pense, avec celui-ci, même si 40 mètres, ça laisse quand même pas mal de marge. Mais la problématique, ça va être voilà, la mise au point, l'impossibilité de changer les zooms. Donc forcément, si vous faites une longue plongée, ça va vous poser problème de ne pas pouvoir changer vos réglages, quoi, tout simplement. En tout cas, ces réglages-là, puisqu'il faut quand même saluer le fait que tous les autres réglages sont paramétrables pendant qu'on est dans l'eau, ou même à l'extérieur, hein, d'ailleurs, c'est peut-être plus simple parfois. Mais voilà, on peut vraiment faire beaucoup de réglages, sauf la mise au point, mais que vous pouvez mettre en mise au point automatique. Donc sauf la mise au point et le zoom, quoi. La focale. Donc voilà, cette petite présentation, j'espère que vous aurez eu toutes les infos sur ce Seafrog spécial GH5. Si vous avez d'autres questions sur le Seafrog ou d'autres questions sur d'autres appareils, eh bien, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire ou à nous contacter à la boutique. A plus tard.